3 thématiques très différentes. Je vous propose qu'on prenne 10 minutes avant de la pause déjeuner pour poser quelques questions. Si on peut rallumer la salle et si effectivement, je vois qu'il y a une première main ici levée. Merci. Et une seconde. Merci. Merci beaucoup pour cette conférence et ces présentations de ce matin. J'ai une question pour Michael Piper, je vais la dire en anglais. Michael, thank you so much. Michael, merci beaucoup pour votre présentation ce matin. Je suis Mathias. Donc merci pour votre présentation. Vous faites un travail remarquable, très important pour le Canada, pour les États-Unis et puis pour l'Europe également, hein, qui est dans une situation similaire. Je pense que c'est incroyable de voir aussi que vous travaillez beaucoup sur les plans d'urbanisme. Alors voici ma question. J'ai une question sur les activités économiques liées au logement. Vous avez l'air d'être sur la bonne voie pour faire en sorte que les banlieues de faible densité gagnent en densité, ce qui va réduire le coût de l'habitat et peut-être rendre donc le logement plus abordable. Mais il y a beaucoup de choses à faire encore pour arriver à ce résultat. Et d'ailleurs, tout cela est lié également aux questions de mobilité dont nous avons entendu parler. L'idée n'est pas seulement de faire en sorte que les gens puissent bouger d'un point A à un point B, mais également au sein de leur périmètre. Et pour revenir au contexte de l'Amérique du Nord, nous avons vu que la plupart des activités qui réussissent, des entreprises qui réussissent aux États-Unis ont débuté de façon assez illégale dans leur garage. On pense à Amazon, à Google, à Facebook. Et donc, ces endroits peuvent être des endroits d'activité professionnelle à la base. Est-ce que vous prenez cela en compte dans vos changements en termes de plan d'urbanisme? We're working on it now. Oui, nous y travaillons en fait actuellement. Les prochains changements en termes de réglementation vont viser à réduire les abus. Et nous essayons de nous concentrer sur tous ces espaces qui sont utilisés à des fins de vente, par exemple. Et l'idée vraiment est de se concentrer sur les logements à usage commerciaux. Alors, il y a l'idée du télétravail aussi, mais qui est à différencier hein, des extensions à usage commercial. Et on voit qu'il y a de la vente au détail dans les supermarchés, dans les grands centres commerciaux, par exemple. Donc, on est en train de se pencher sur la question à l'heure actuelle et de prendre le contexte en compte pour ce faire. Il n'y a que revue urbanisme. Another question for Michael. Encore une question pour Michael. Comment est-ce que vous gérez la question du stationnement? Il n'y a pas une seule voiture sur vos photos. Est-ce que ça veut dire que les gens n'utilisent plus leur voiture? À Toronto, il y a des multiplex sans place de parking. Mais dans d'autres villes, ce n'est pas le cas. Et comme vous l'avez vu dans la présentation de Cole, il est très difficile d'avoir plus de 2 unités par lot avec voiture. Donc nous avons de la chance à Toronto. Je ne sais pas quelle est la solution en dehors de Toronto parce que, bien sûr, ça prend beaucoup d'espace. Et puis c'est très cher aussi à construire pour un propriétaire foncier. Effectivement, pour toutes ces présentations. J'avais une question sur les questions de alors, Dora Segolabidi, je suis ville d'Annecy, surélévation. C'est un énorme sujet que nous avons à traiter sur la ville d'Annecy. Et c'est vrai que je me posais la question, vous ne l'avez pas totalement abordé dans cette recherche, mais peut-être pouvez-vous m'éclairer sur le rapport qu'on peut avoir et qu'on constate dans le terrain. C'est la notion des copropriétés
qui aujourd'hui font le lien avec leurs questions, leurs problématiques de rénovation énergétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise le foncier, je dirais, le foncier que nous connaissons avec ce foncier aérien, en faisant ce lien aujourd'hui du rapport financier, dire comment faire cette rénovation des copropriétés pour pouvoir permettre justement de pouvoir la faire. Et c'est cette surélévation qui aujourd'hui leur permet de pouvoir le faire. Ma question, c'est comment aujourd'hui faire en sorte que cette surélévation, vous l'avez dit, a un coût, et souvent on ne peut pas adosser un nouveau facteur qui permet de mettre des obstacles, qui est le logement abordable. Et quand on est dans une politique de mixité sociale et qu'on veut effectivement des fois instaurer des politiques, je dirais, en ce qui nous concerne des 3/3, c'est-à-dire entre le libre, l'abordable et le social, eh bien justement cette question des mixités des territoires et de cette mixité aujourd'hui de production vient se heurter sur ces questions de surélévation. Vous l'avez clairement dit. Donc voilà, ma question c'est comment fait-on dans cette question aujourd'hui de copropriété qui utilisent leur foncier pour pouvoir surélever, et les règles aujourd'hui ne sont pas toujours à notre portée. Merci pour cette question. C'est effectivement un sujet très important dans la surélévation. Comment faire concrètement pour à la fois favoriser les projets, notamment en copropriété, et donc financer en partie ou complètement la rénovation. Et en même temps, effectivement, le sujet que j'ai abordé, qui est de dire comment produire aussi du logement qui ne soit pas encore bien au-delà des prix de l'immobilier existant. Je suis pas sûre d'avoir une réponse toute faite, mais c'est vrai que en fait, c'est des problématiques qui se croisent, qui s'entrechoquent. Et d'un côté, a priori, dans ce qu'on constate, on arrive soit à faire vraiment franchement l'un, soit à faire franchement l'autre, c'est-à-dire donc soit d'un côté, effectivement, les copropriétaires vendent leur foncier aérien, donc le droit à bâtir en surélévation, en fonction justement de la dynamique de marché. Et donc là, on rentre dans les mêmes questionnements que comment est-ce qu'on produit en fonction donc, des prix de l'immobilier local. Et donc forcément, on a une indexation sur le marché qui fait que mécaniquement, on n'arrive pas ou voilà, avec quelques exceptions près, avec des démarches où justement, on a une implication beaucoup plus grande du maître d'œuvre, des fois, qui joue un rôle en fait de facilitateur. Mais sinon, voilà, c'est très compliqué d'avoir autre chose que finalement une valorisation immobilière de ce droit aérien qui donc, en fait, amène ce qu'on appelle une soulte, donc c'est le fruit de la vente de ce toit, et donc qui rémunère la rénovation. D'un côté, ça, c'est un modèle qui marche bien. Et de l'autre, quand on cherche finalement à tenir l'équation et à produire des logements qui sont effectivement abordables, en fait, on n'est plus du tout dans ces logiques-là. Et donc à ce moment-là, c'est pour ça que je disais que finalement, pour produire du logement, la surélévation actuellement, en fait, dans le contexte actuel, de comment finalement les marchés immobiliers sont faits et de l'offre et de la demande, voilà, c'est a priori plutôt sur les toits des immeubles de logement social que ça se produit. Et en fait, dans mes recherches, j'étais forcément allée voir sur ce sujet, de se dire comment est-ce qu'on arrive en fait à faire aussi de la mixité sociale au sein même des immeubles, de se dire est-ce que des copropriétaires peuvent peut-être simplement vendre leurs droits aussi à des bailleurs sociaux. Alors, il y a des choses qui existent. Allez voir UpFactor, ils ont plein d'exemples justement très concrets qu'ils ont accompagnés eux-mêmes sur ces sujets-là, très intéressants. Et on voit que la difficulté, c'est de massifier ces sujets-là qui justement demandent une ingénierie. Alors ça se fait, ça se fera, j'espère. Mais effectivement, jusque-là, ce qui concrètement permet de produire plus massivement des logements abordables en surélévation, par la surélévation, c'est clairement sur le toit des immeubles déjà de social. Donc, en fait, on n'a pas la mixité sociale hausse verticale. Est-ce que c'est un problème? Je ne crois pas, parce que finalement, c'est quelque chose qu'on avait essayé de faire, qui avait essayé de se faire depuis longtemps, mais finalement, quand on regarde les besoins de mixité sociale, d'avoir des immeubles, en fait, une croissance des verticales des immeubles en logement libre, et de l'autre côté, les immeubles de logement social, là où ils sont situés, qui se surélèvent, ça marche alors à peu près bien dans des très grandes villes, et notamment Paris, parce que ces immeubles de logement social sont bien répartis dans les différents secteurs. C'est moins facile, effectivement, dans les villes dans lesquelles on a des secteurs où il y a une forte
densité de logements sociaux, et où là, la problématique se pose de ne pas encore augmenter la part de logement social. Donc là, on rentre dans d'autres débats, mais effectivement, j'ai une réponse un peu à la normande. Est-ce qu'il y a de dernières questions avant que nous prenions une pause déjeuner? Non. Dans ce cas, je vous propose qu'on suspende et qu'on se retrouve à 14 h au même endroit.